Le anima, c'est la part de féminité qui existe en toi si tu es un homme et que tu as un peu refoulé et projeté sur le monde et qui fait que tu passes un peu ta vie à courir après un idéal féminin extérieur. Comme si tu étais un peu incomplet sans cette part de féminité. Le animus, c'est la part de masculinité qui existe en toi si tu es une femme, que tu as un peu refoulé, rejeté et projeté sur le monde et qui fait encore que tu cours après un idéal masculin extérieur pour te compléter. Ça fait tout de suite penser au symbole des taoïstes qui montre qu'on a tous en nous un morceau du genre opposé et qu'il faut qu'on apprenne à l'intégrer, qu'il faut qu'on apprenne à comprendre et aimer cette partie de nous-mêmes, sinon on va la poursuivre à l'extérieur. Intégrer son anima ou son animus dans la psychologie de Carl Jung, c'est une partie importante du processus d'individuation qui nous sert à devenir plus entier, plus complet, une version plus entière et authentique de nous-mêmes. Donc dans cette vidéo, on va explorer un petit peu ça, comment intégrer son anima ou son animus. Comme d'habitude, prenez le meilleur de ce qui est dit ici et laissez tomber le reste. On va faire 4 choses dans cette vidéo. 1, c'est reconnaître les mécanismes de projection, où est-ce qu'on projette notre anima et animus sur les autres, en particulier dans les relations. 2, on va voir quelles leçons on peut tirer de ces projections qu'on observe. 3, on va voir que le anima et animus, en fait, sont des archétypes. Et donc, pour la première fois sur la chaîne, on va définir ce que c'est qu'un archétype dans la psychologie analytique de Carl Jung. Et enfin, 4, à la fin, on fera un exercice concret pour commencer aujourd'hui à identifier et intégrer notre anima et notre animus. Donc, allons-y tout de suite. Ok. Donc, on commence par la projection. On fait souvent ça, en fait, dans les vidéos, ou même quand on fait son propre travail de l'ombre, parce que c'est la partie la plus facile à identifier. On a des schémas inconscients, ils sont parfois un peu durs à trouver, mais dans les projections, c'est plutôt simple. Il suffit de voir qu'est-ce qui nous énerve particulièrement chez les autres, ou qu'est-ce qu'on admire excessivement chez les autres. Quand on admire ou quand on déteste une qualité chez quelqu'un ou chez des gens ou chez un groupe, quelque chose qui nous énerve plus que ça énerve les autres, c'est presque tout le temps le signe qu'on est en train de projeter notre ombre ou notre anima ou animus. Donc chez un homme, une fascination excessive pour les femmes ou pour une femme, c'est le signe que tu es en train de projeter ton anima. Tu n'as pas trouvé cette partie yin en toi et donc tu la cherches un peu à l'extérieur pour te rendre complet. Tu as la sensation que c'est à travers les femmes ou à travers une femme que tu vas trouver ta complétude intérieure. Et c'est pareil chez une femme qui projette son animus, une admiration excessive des hommes ou d'un homme ou des traits masculins comme la rationalité ou la rigidité ou l'autorité ou la confiance ou même l'attirance pour les bad boys étant une fausse imitation de l'archétype masculin. Tout ça, si tu les idéalises ou si tu les détestes, c'est peut-être que tu es en train de projeter une partie de toi intérieure que tu as refoulée, que tu veux pas voir, une partie de toi qui te semble inacceptable, une partie de toi dont tu as honte, une partie de toi qu'on t'a conditionné à ne pas voir, à ne pas accepter. Dans les livres où Carl Jung parle de ça, donc L'homme et ses symboles, qui est le plus accessible, il explique aussi que le animus projeté d'une femme, il va se traduire par ce conflit intérieur, cette rigidité intérieure, cette voix dans la tête qui dit « il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Et ce conflit entre cette autorité intérieure et le rebelle et tu te parles à toi-même en mode « il faut être comme ci, il faut être comme ça ». Ou à l'inverse, tu rejettes complètement ça, donc tu vas de l'extrême inverse et tu te rebelles contre toute forme d'autorité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc pour résumer, sur la partie projection, c'est cette idée finalement très simple que tout ce que tu n'arrives pas à trouver en toi, tu le cherches à l'extérieur. Donc pour un homme qui projette l'anima, c'est la complétude émotionnelle. Ah, je me sens un peu vide, un peu incomplet, je suis pas bien tout seul. Et c'est vrai que les filles savent très bien faire ça. Les filles savent se mettre de bonne humeur toutes seules, être un peu émerveillées, sortir, se mettre de bonne humeur. Un homme qui ne sait pas faire ça n'a pas intégré son anima et donc cherche une fille pour le mettre de bonne humeur aussi. Il cherche à l'extérieur ce qu'il est supposé trouver en lui. Pareil pour une femme qui n'a pas trouvé en elle cette assurance, cette structure intérieure, cette rationalité, elle va chercher un homme à l'extérieur pour lui apporter ça. Mais tout le but de ce qu'on est en train de faire, le chemin de l'individuation, c'est
de comprendre qu'on peut tout trouver en nous-mêmes et qu'on se trompe à chaque fois qu'on essaye de trouver à l'extérieur quelque chose qu'on est supposé trouver en nous-mêmes. Ça, c'est la première idée très forte, et si vous retenez que ça, déjà la vidéo sera rentable. Vous avez en vous-même tout ce qu'il vous faut. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, dès que vous cherchez à l'extérieur quelque chose pour vous compléter, tout de suite, vous savez que vous projetez votre ombre, votre anima, votre animus. Ok, deuxième partie. Admettons qu'on a trouvé une projection qu'on répète souvent. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour comprendre c'est quoi en fait qu'on n'a pas réussi à trouver en nous-mêmes? Comme d'habitude, ça demande un certain courage, une certaine honnêteté de pouvoir s'admettre à soi-même que on est incomplet, que on se comporte comme s'il nous manquait quelque chose. Donc, ça commence par les projections. On commence à voir que, ok, j'avoue, j'admire beaucoup trop les hommes, les femmes. Je cherche trop un homme ou une femme pour me compléter. Et si tu vas aller donc encore plus loin, tu peux te poser la question, c'est quoi la qualité que je cherche particulièrement chez un homme ou chez une femme? Ça demande ce courage parce que c'est très inconfortable de découvrir nos parties inconscientes. On va être tenté de quitter les relations, de fuir ces situations, de rejeter ces questionnements. On va être tenté d'avoir des œillères, tu vois, de faire l'autruche. Donc la deuxième étape, c'est développer un peu ce courage et cette honnêteté envers soi-même, de se dire, bah là j'avoue, il semblerait que je traîne en moi cette croyance un peu fausse, que je n'ai pas en moi cette qualité, et donc que je la cherche à l'extérieur. Si tu arrives à développer ce courage et cette honnêteté intérieure, tu vas voir que tes projections servent à révéler l'une de ces trois choses. Un, c'est un trait de caractère que tu possèdes, un défaut peut-être, et que tu n'arrives même pas à voir. Par exemple, tu as tendance à être trop autoritaire, tu dis trop aux gens comment ils doivent vivre leur vie, et quand tu vois quelqu'un faire ça, ça t'énerve. Et tu n'as même pas conscience que c'est parce que tu es comme ça, toi-même. Deux, c'est une partie de toi que tu n'oses pas exprimer. Tu vois quelqu'un de très expressif, très solaire, et en fait, tu l'es aussi naturellement, sauf que tu as appris, à cause de mauvaises expériences, à ne pas trop le montrer, à te faire petit, soit à cause d'un événement traumatisant, soit à cause d'une série d'événements où tu apprends en fait que c'est mieux de se faire un peu discret. Ou trois, c'est carrément une histoire de jugement. Tu as été conditionné par les parents, par l'école, par la société, à croire que telle partie de toi-même, elle n'est pas acceptable. Et du coup, tu la caches depuis le début. Et quand tu vois quelqu'un d'autre le vivre pleinement, soit tu l'admires, soit ça t'agace, encore une fois. Donc, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a vu ce qui nous énerve chez les autres ou ce qu'on admire beaucoup chez les autres, se poser la question, c'est quoi en fait précisément que ça reflète en moi? Qu'est-ce que j'ai refoulé à travers les mauvaises expériences qui m'éloigne de cette version de moi-même que j'aimerais être et que j'observe parfois chez les autres et qui me rappelle que je suis pas en train de vivre le vrai moi, que je suis pas en train d'être moi-même. Donc, ces deux premières parties, elles nous aident à comprendre qu'on a projeté à l'extérieur une partie de nous-mêmes qui est très sacrée, qui est très belle, qui nous manque et qu'on aimerait vivre davantage. Tout ça, on va essayer de le faire concrètement à la fin de la vidéo dans l'exercice applicable. Donc voilà un petit peu une lecture concrète, applicable de l'anima et de l'animus, mais je veux que maintenant on aille un petit peu plus loin dans les travaux de Carl Jung, parce que ça va beaucoup plus loin que tout ça, en fait. Carl Jung, il avait une lecture très profonde de l'esprit humain et il décrivait notamment l'anima et l'animus comme des archétypes. L'archétype, c'est un schéma de l'esprit humain qu'on retrouve à travers toutes les cultures, à travers toutes les civilisations, à travers toutes les époques. Un archétype, c'est une forme universelle qui constitue l'esprit humain. C'est une image mentale qui régit nos histoires, nos mythes, nos comportements, nos émotions. Donc, dans toutes les civilisations, dans toutes les histoires, il y a un héros, tu vois, où il y a un vieux sage, où il y a la mère. Tout ça sont des archétypes. Carl Jung utilisait la métaphore du moule pour expliquer ce que c'est qu'un archétype. Imagine un moule, une forme. Le moule ou la forme, c'est donc ça, le vieux sage, le héros, la mère, anima, animus. Ce que tu mets dans le moule dépend des cultures. Et donc, ça ne veut pas dire la même chose pour notre culture actuelle ou pour les autres civilisations du passé. Chez les Romains, ça voulait dire d'autres choses, d'être un héros. Aujourd'hui, être un héros, ça veut dire quelque chose de très différent de nos cultures aborigènes anciennes. Mais dans toutes les cultures, il y a un héros. Dans toutes les cultures, ça veut dire quelque chose de différent, d'être un homme ou d'être une femme ou d'être un vieux sage.
Ça veut dire des choses très différentes en fonction des cultures. N'empêche que dans toutes les cultures, il y a un héros. Et dans toutes les cultures, il y a la présence du anima ou du animus, qui, bien qu'elle soit différente en fonction de la culture et du conditionnement qu'on a, reprend ces mêmes thèmes, en fait, ces mêmes qualités universelles. Et là, on revient à l'histoire du yin et du yang. Chez les taoïstes, le yin, c'est donc l'énergie féminine, l'énergie qui sait accueillir, qui sait apprivoiser, qui sait faire grandir, qui sait faire naître la vie. Le yang, c'est la structure, la discipline, la force, la confiance, tout ce qui donne un cadre de sécurité au yin. Ça devrait être évident qu'il n'y a pas un des deux qui est supérieur à l'autre, c'est une danse complémentaire. Ça devrait être évident qu'on n'est pas pareil, qu'on est très différent. Ça devrait être évident que chacun des deux morceaux a sa propre beauté, sa propre force, et que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et donc c'est ça que veut dire le symbole des taoïstes. Mais pour revenir à l'histoire des archétypes, de manière plus générale, que ce soit pour le anima, animus ou les autres, le héros par exemple, il y a le livre Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, 1949. C'est un très bon livre pour voir qu'à travers toutes les civilisations, tous les mythes, toutes les histoires, toutes les mythologies, c'est les mêmes thèmes qui reviennent. Le héros qui combat le méchant et qui fait son voyage et qui au début a un obstacle, et après il le surmonte, et après il y a un vieux sage qui apparaît. Et au début de l'histoire, il voulait pas partir à l'aventure, mais il a entendu l'appel à l'aventure, encore et encore, et donc il va vivre tout ça, et il trouve un élixir ou une leçon de vie, et il revient chez lui, et il partage l'élixir avec tout le monde. C'est tout le temps les mêmes histoires qui reviennent. Et cette danse énergétique entre le anima et le animus, on la retrouve aussi à travers toutes les histoires et toutes les civilisations. Cette complétude entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, on la retrouve aussi dans toutes les histoires. L'archétype masculin, qui doit trouver en lui cette part de sensibilité et de complétude émotionnelle, l'archétype féminin, qui doit trouver en elle-même cette assurance et cette structure, et qu'elle n'a pas besoin de la trouver à l'extérieur. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin l'un de l'autre. Comme tu peux voir dans le yin et le yang, ils dansent quand même ensemble, bien qu'ils aient en eux leur partie opposée. Mais il n'y a que quand tu deviens vraiment complet, que tu fais ton processus d'individuation, que en tant qu'homme, tu intègres ta partie féminine, et qu'en tant que femme, tu intègres ta partie masculine, que tu deviens entier et que tu as une chance de rencontrer quelqu'un qui est à ton niveau et qui est aussi entier à sa manière. Et c'est là que se passe la vraie danse énergétique entre le masculin et le féminin. Mais elle ne peut être faite que quand on a fait son travail intérieur, quand on a réussi à devenir entier soi-même. C'est là qu'on a une chance de rencontrer quelqu'un d'autre qui est entier. Une fois qu'on a fait ce travail, l'anima intégré chez un homme, ça implique qu'il ne cherche plus une femme pour le compléter émotionnellement. Il est capable de ressentir ses propres émotions sans être submergé. Il est capable de développer sa propre intuition. Mais surtout, pour le côté spirituel et individuation, l'anima, lorsqu'il est bien intégré, et qu'on sait avoir cette sensibilité intérieure, l'anima devient un pont entre l'ego et le soi. Là, je vous invite à aller voir ma vidéo, la carte de la psyché selon Carl Jung, et vous allez voir le lien qui existe entre ces différentes parties de nous-mêmes, et de comprendre que l'anima intégré permet de faire le pont entre deux parties aussi importantes de qui on est. Ça a beaucoup d'implications psychologiques et même spirituelles. Donc c'est vraiment très profond comme sujet, mais là on est plus dans les côtés un peu mystiques. Si tu es là juste pour améliorer tes relations, laisse tomber ça pour l'instant. L'animus intégré chez une femme, il se traduit par ne plus avoir cette rigidité excessive ou alors cette rébellion contre la rigidité. Ça devient une source de discernement intérieur et d'ancrage. C'est une autorité intérieure positive, sans dureté, sans rigidité. En résumé, intégrer son anima ou animus, ça consiste pas à devenir plus masculin ou plus féminin. Ça consiste à devenir plus entier, plus complémentaire dans nos propres comportements. Ça veut dire qu'on est capable à la fois d'action et de réceptivité. On est capable de structure et d'improvisation. On est capable de décision et d'écoute. On est capable d'être masculin et à la fois féminin quand on en a besoin. Et le résultat, c'est qu'on est plus entier, on est plus soi-même, on est moins dépendant des autres, on est moins dépendant affectivement.
On a moins de conflits intérieurs, plus de stabilité, plus d'ancrage, plus de paix intérieure et donc plus de créativité. Voilà tout ce à quoi on peut s'attendre quand on fait ce chemin intérieur d'individuation, d'intégration des parties de nous-mêmes. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est parler d'un exercice qu'on peut faire tout seul pour commencer à voir et intégrer ces parties refoulées et projetées de nous-mêmes. Ok. C'est un exercice très simple. Le travail de l'ombre, le travail d'intégration, d'individuation, c'est pas, y a rien de magique, en fait. C'est des choses très simples, juste se poser des bonnes questions. Donc là, c'est très simple, c'est un exercice d'écriture, de journal, on peut dire. Et ça commence, comme d'habitude, par essayer de identifier la dernière fois qu'on s'est beaucoup énervé contre quelqu'un ou un comportement qui nous énerve très souvent, qu'on a remarqué. J'aime pas les gens rigides, j'aime pas les gens autoritaires, j'aime pas les gens fragiles. Qu'est-ce qui m'énerve exactement? Qu'est-ce que j'admire excessivement? Voilà la première question. Ensuite, on essaye de mettre un nom très précis sur ce trait de caractère ou ce comportement. J'aime pas les gens autoritaires. J'aime pas les gens contrôlants. J'aime pas les gens trop sensibles. J'aime pas les gens fragiles. J'aime pas les gens qui essayent de me dire quoi faire. J'aime pas les gens qui ont l'air perdus. Qu'est-ce qui t'énerve plus que les autres? Là, voilà, tu commences à écrire sans te censurer, sans filtrer, tu bombardes, même logique, tu essayes d'écrire, faire sortir un peu ce qui a besoin de sortir. Laisse tomber la partie rationnelle pour l'instant, fais sortir un peu émotionnellement ce qui a besoin de sortir sur le papier. Ok, et je te donne maintenant une question encore plus spécifique, c'est quoi les comportements que j'attendrais de la part des autres? En un mot, pour faire très simple, c'est quoi la qualité qui manque à mon partenaire là? C'est quoi qui fait pas correctement? Et pose-toi la question, qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais d'attendre cette qualité de la part de mon partenaire, de la part de l'autre, et que je commençais à la développer un peu plus chez moi-même? Et ça va pas toujours être une vérité, ça se trouve des fois c'est juste attendre une qualité que tu es en droit d'attendre, mais le but c'est d'allumer une lampe torche vers l'intérieur. Le but c'est de chercher un peu une part d'ombre de nous-mêmes. Donc ce sera pas toujours vrai, c'est pas forcément la question qu'il te faut, mais si t'explores tes comportements intérieurs avec ces questions-là, tu as une chance de découvrir une partie cachée de ton anima ou de ton animus. Donc pose-toi vraiment la question, c'est quoi une qualité que j'attends des autres et que j'aimerais peut-être développer un peu plus inconsciemment chez moi-même? N'oublie pas que ce qui est dans l'inconscient, quand tu le découvres, c'est forcément une surprise. Donc sois ouvert d'esprit, si j'ose dire. C'est quoi une qualité que j'attends de voir, que j'admire beaucoup ou qui me rend un peu jaloux quand je la vois à l'extérieur? Donc un exemple personnel pour moi, je l'ai évoqué peut-être, c'est la complétude émotionnelle. En grandissant, j'avais pas cette qualité de savoir générer mes propres émotions, de me mettre de bonne humeur. Parce que j'avais pas ça en moi, je projetais beaucoup mon anima, et dès que je voyais une fille avec cette qualité, une fille un peu solaire, capable de se mettre de bonne humeur toute seule, je gravitais un petit peu autour d'elle. Parce que j'ai fait ce travail introspectif, que je me suis posé la question, c'est quoi la grande qualité que j'admire chez les femmes et qui me manque un petit peu à moi? J'ai compris que c'était ça. J'ai compris que j'avais en moi ce que je cherchais chez les autres. Que j'avais en moi cette capacité à générer ma propre joie, à me mettre de bonne humeur tout seul. Ce que je souhaite pour toi maintenant, c'est de faire pareil. C'est de trouver cette qualité qui existe en toi, dont tu es inconscient, mais qui a une chance de se développer. Si tu lui ouvres la porte, si tu réalises qu'elle existe en toi. Donc, si tu fais régulièrement cet exercice de dialogue intérieur, d'exploration intérieure, tu as une chance de découvrir encore et encore des qualités qui sont en toi, parce que tu as en toi tout ce qu'il faut, mais que tu ne vois pas, auxquelles tu n'arrives pas encore à accéder. Et si tu arrives à y accéder un petit peu plus, tu deviens un petit peu plus toi-même, un petit peu plus entier et un petit peu plus qui tu es supposé devenir. Si tu te poses souvent ces questions-là, c'est ça en fait, faire le chemin de l'individuation, c'est ça, le chemin de rendre l'inconscient conscient. Et c'est là que tu as une chance d'avoir la vie que tu veux avoir. Jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.